Allez, place à l'analyse maintenant sur LCI avec cette considération pas facile de tenir ses engagements quand on accède au pouvoir. Il y a les promesses de campagne et puis il y a la réalité. Emmanuel Macron n'est-il pas en train de vivre les mêmes épreuves que ses prédécesseurs? Eh bien, on va analyser la situation avec nos invités. Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, présidente du mouvement patronal éthique. Sébastien Ley est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More. On se souvient qu'en 2012, François Hollande, fraîchement élu à l'Élysée, avait promis d'abaisser le déficit public sous les 3% du PIB dès 2013. Et pareil, ici, il y a un premier réflexe. Et on l'a vu avec le discours du politique général du Premier ministre mardi, respecter les fameux 3% dès 2017. Pourquoi mettre la priorité ici, Sophie de Menton? En fait, c'est plutôt bien de mettre cette priorité, d'abord parce qu'on est le pays le plus endetté qui soit, 92% je crois du PIB, et que tant qu'on sera endetté comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne change rien et qu'on ne fait pas les réformes nécessaires. La France, structurellement, a besoin de se réformer, sinon le déficit continuera. Donc ça, je veux dire, voilà, le 3%, tout le monde s'en fiche, sauf que c'est beaucoup plus important que ça. Un pays en déficit, c'est un pays qui ne réussit pas, c'est un pays avec des entreprises qui ne veulent plus entreprendre, qui partent à l'étranger dès qu'elles gagnent de l'argent. On a un véritable problème. Alors, par rapport à ça, il y a eu un espoir, effectivement. Il y a eu d'ailleurs un espoir, d'abord avec François Fillon, qui avait un programme libéral et qui avait l'intention de réformer. Et puis, il y a eu... Espoir pour les entreprises, on précise. C'est vrai. Oui. C'est vrai que je parle vraiment au nom des entreprises. Mais vous savez, il y a un moment en France où il va falloir arrêter de penser que les cadeaux aux entreprises, c'est quelque chose qui est épouvantable. Les entreprises, c'est l'emploi. Tous les gens qui nous écoutent ont un boulot ou aimeraient en avoir un. Vous leur demandez, ils aiment bien leur boîte. Il va falloir arrêter de montrer du doigt l'entreprise comme captant les richesses du pays. Oui. Alors, juste, on revient sur cet objectif des 3%. Sébastien Ley, est-ce que c'est possible d'après vous? Alors, pour moi, d'abord, rien de neuf sous le soleil. En réalité, ces objectifs qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont assignés à la nation, on les retrouve par exemple en 2016, quand François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron lui-même ont précisé quelle allait être la trajectoire budgétaire sur les 5 prochaines années. C'est ramener la dette de 97% du PIB à 94% du PIB et la dépense publique de 57% du PIB à 54%. La seule différence, c'est qu'on fait mine de découvrir ces jours-ci qu'il y a eu une forme d'insincérité budgétaire au cours des dernières années. Alors je voudrais préciser que cette insincérité, ce n'est pas uniquement sur une année, c'est vraiment dans la trajectoire des finances publiques. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne, il a promis de baisser donc de 3 points du PIB la dépense publique. Ça représente 60 milliards d'euros. Alors que François Fillon, c'était 100 milliards d'euros. On nous a dit que ça va être une purge atroce dans le cas de François Fillon. On pense qu'une majorité de Français l'a plutôt rejeté. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est 60 milliards d'euros. Mais comme on a encore 5 milliards d'euros de décalage par an, il faut à nouveau trouver 25 milliards d'euros de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve, je dirais, au pied du mur et à devoir appliquer la même purge que François Fillon. Alors, donc on aurait pu s'épargner tout ce débat. Mais pardonnez-moi, ce qui est très grave, vous avez raison sur ce que vous dites, je partage cette opinion, sauf que on ne parle pas de la réduction des dépenses publiques. Je ne l'ai entendu nulle part. Nous-mêmes, à Éthique, avec des économistes, nous avons fait un petit livret qui essaye... On a essayé, entre patrons, avec des économistes, de dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a trouvé les 9 réformes fondamentales qui ne sont même pas évoquées. Les 9 réformes fondamentales, c'est arrêter les aides aux entreprises. On aide pour mieux enlever de l'autre côté avec un autre impôt. C'est les collectivités locales, arrêter ces subventions. C'est le statut de fonction publique. On garde ceux qui l'ont, mais c'est terminé, sauf pour les missions régaliennes de l'État. C'est la base. On va continuer à engager des fonctionnaires qu'on paie à vie, ont égalité dans les retraites. Pourquoi est-ce que les Français ne sont pas égaux devant la retraite? Il y a 9 réformes fondamentales qui sont basiques. Alors, l'égalité des retraites, ça fait partie du programme d'Emmanuel Macron et il l'a jusqu'ici pas abandonné. Alors c'est vrai que les mots sont importants, vous l'avez dit, le Premier ministre l'a répété devant le Sénat jeudi, donc c'était hier, pardon, pas question de réduire la dépense publique, mais de la maîtriser. Bah oui, ce qui ne sera pas assez. Alors les mots, mais aussi le calendrier, parce qu'il y a beaucoup de réformes fondamentales qui sont repoussées à 2019-2020, autant dire au calendrier grec. Personne ne prend en compte le contexte macroéconomique. Si vous avez une récession, ce qui est possible, le monde est en expansion depuis 8 ans, on n'a pas trop senti malheureusement en France, mais c'était le cas aux États-Unis. Si vous avez une récession au cours du quinquennat, ces réformes, même pour 2019, elles ne se feront pas. On va y revenir. Juste, on parlait du Premier ministre. On va le réécouter parce qu'effectivement, il a admis la tâche est immense. Cet écart entre le niveau de dépenses et la faiblesse des résultats, les Français le constatent également dans la politique de l'emploi et de la formation professionnelle.
Mesdames et messieurs, la France est dans les cordes et aucune esquive ne nous sauvera. J'ai conscience d'appeler à l'effort et au courage. Pour être entendu, il faudra agir de manière juste, transparente et dans la durée, en donnant de la visibilité aux gestionnaires publics et aux Français. Qu'est-ce que vous entendez là? Il prépare les esprits à une potion difficile à avaler? Alors, non, d'abord, je crois qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que, encore vous l'avez dit indirectement, les patrons d'un côté, les cadeaux, enfin... Il faut arrêter d'opposer, d'avoir une arrêter de les opposer. Donc il y a une pédagogie à faire, absolument. Je trouve que là-dessus, parce que je vais essayer d'être un peu positif, il faut encore y croire. Moi, je voudrais encore y croire. Donc je voudrais y croire parce qu'ils ont compris qu'il fallait de la pédagogie. Ils ont réussi quand même, sur un projet quasi entrepreneurial, à réunir une gauche progressiste et une droite qui... espèrent. Donc ils ont un peu réussi ça. Donc ça, il faut espérer. Je pense que ils sont aussi très prudents. Alors s'il y a un bon point, c'est quand même le jour de carence. Donc on ne peut pas dire qu'il ressemble à Hollande, parce que c'est Hollande qui avait mis... Alors là, les fonctionnaires vont dire la même chose. Hein. Ça va être stigmatiser les fonctionnaires et puis opposer public et privé. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires auraient le droit d'être malades un jour gratuitement et pas le privé ? Pourquoi? Ils sont plus fragiles Cela étant, Madame de Menton, c'est pas cette question-là qui est un détail qui va rétablir demain l'équilibre des finances publiques. Mais ça va dans le bon sens. Parce qu'on nous dit pourquoi c'est un Hollande bis, etc. J'ai l'impression que non quand même. Et moi, j'attends une certaine habilité. Vous me direz que cette habilité, pour l'instant... Au niveau tactique politique, il a eu l'habilité. Oui. Nous attendons maintenant qu'il ait la même habilité dans la gestion du cycle économique et des réformes. Je suis d'accord, sauf que là, qu'est-ce qui doit faire passer sa priorité absolue? C'est quand même la réforme du Code du travail. On a pour l'instant des syndicats qui, en dehors de quelques échauffements musculaires pour faire des pré-manifs, se taisent un peu. Et donc, je pense qu'il veut fâcher personne et qu'il est encore... Moi, ça va être voilà. S'il ne réussit pas vraiment à en rajouter, parce qu'il a déjà tronqué... parce que l'instant est propice aux réformes. L'état de grâce, c'est maintenant. S'il ne fait pas des réformes maintenant et avant la fin de l'année, il ne les fera jamais sur son quinquennat. Mais c'est vrai qu'on a l'impression... Alors, effectivement, il mène la réforme du Code du travail, mais rien n'est dit vraiment dans la réforme du Code du travail. Tous les ministres et premiers ministres renvoient aux consultations en cours, donc on n'en sait rien. Donc, en attendant, on a l'impression... Alors ça, c'est habile, mais en attendant, on a juste l'impression qu'on nous annonce juste des coupes sombres. Oui. Voilà, en attendant la réforme, alors on annonce au coup par coup des coupes. Est-ce que ça voudrait dire que pour respecter absolument ce sacro-saint 3% du PIB, eh bien, on revient sur des promesses de campagne, parce qu'il y a des priorités qui sont là? Alors oui, il l'a déjà fait, puisqu'en réalité, au niveau du programme fiscal, qui était intéressant, il a renvoyé un certain nombre de réformes à 2019, sur l'ISF, par exemple. Il avait sur juré la transformation. qu'il supprimait l'ISF. Oui, mais alors pour l'instant, il ne s'est pas parjuré, désolé l'expression, il a simplement renvoyé ça à 2019. Même chose pour la mise en place du prélèvement forfaitaire libératoire de 30% sur la fiscalité du capital. Même chose pour la transformation du CICE en baisse de charges pérennes. Et je pourrais égrener l'essentiel des mesures. L'essentiel du programme fiscal est renvoyé à 2019-2020, à l'exception de l'augmentation de la CSG, qui elle est liée, c'est pas une réforme fiscale en elle-même, c'est lié à sa réforme du système d'assurance chômage. Et d'ailleurs, il faut noter à ce sujet, puisque vous représentez plutôt les entrepreneurs, que immobilière. Voilà, exactement. Et pour les entrepreneurs aussi, l'an prochain, vous allez avoir le plein effet de l'augmentation de la CSG et pas encore les effets des potentielles réformes positives qui pourraient. Si le candidat est tenu, arriver en 2019. Je ne cache pas que les patrons, en général, je peux le dire aussi, le MEDEF est furieux, les patrons sont furieux. Et alors, ils sont d'autant plus furieux, bon, ils peuvent comprendre peut-être que la réforme du Code du travail, que ça, il faut espérer. Hein, bon. Mais là où ils sont absolument foudrage, c'est sur les comptes et sur le budget insincère. Dites à un chef d'entreprise qu'il a un budget insincère, il est quasi au pénal. Je veux dire, c'est juste pas tolérable. Et nous, au sein du mouvement éthique, nous sommes en train d'engager une procédure vis-à-vis du procureur de la République, du procureur auprès de la Cour des comptes, parce que c'est pas possible que ça reste absolument impuni, entre guillemets. Si ça reste impuni, ça veut dire que tous les ans, pendant des années, on pourra truander. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas de responsabilité pénale, aussi parce que établir les comptes publics, ça n'est pas aussi facile que pour une entreprise. Ouais. Et ce sont aussi nos méthodes de gestion interne de l'État qu'il faut revoir pour avoir... quand on essaie d'avoir un point de vue extérieur et de comprendre l'état des finances publiques, c'est très difficile. C'est beaucoup plus compliqué que de regarder le rapport annuel d'une entreprise. C'est très compliqué, mais le fait de mentir, c'est mentir. Voilà, on va être basique. Ça c'est clair. Mais juste, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'est pas en train, alors on est qu'au tout début, mais de reproduire peut-être les mêmes erreurs que François Hollande en tout début de mandature?
Il n'est pas en train de les reproduire, c'est simplement que pour moi, dès le début, son programme s'inscrit dans la continuité de celui de François Hollande et de Manuel Valls, tout simplement. C'est une social-démocratie peut-être qui se décale un petit peu à droite, mais on est encore très loin de ce qui a pu être fait dans d'autres pays. Ce n'est pas un programme que j'ai qualifié, moi, de libéral, il ne l'a jamais été, ou peut-être de social-libéral. Même pour les premières petites mesures qui ont été annoncées, effectivement, le gel de points d'indice, le retour de la journée de carence chez les fonctionnaires. C'est plutôt la seule grande réforme libérale, à mon avis, du début du quinquennat, c'est plutôt cette réforme du marché du travail. Elle ne va peut-être pas assez loin, mais elle représente quand même une certaine forme de courage, il faut l'admettre. Après, la question, c'est de savoir si, au-delà de cette première réforme, il pourra enclencher assez rapidement avec des réformes fiscales et surtout avec une baisse de la dépense publique. Voilà. Mais je pense que nous n'avions pas d'illusions à nous faire sur ce côté-là, ou alors ceux qui avaient des illusions, c'est ceux qui n'avaient pas lu le programme, et nous, à Thomas More, on l'a analysé très tôt. Donc, pas d'illusion de votre côté, non. Par contre, du côté de Sophie Monton, un peu plus. J'aimerais ne pas appeler ça une illusion, j'aimerais appeler ça une forme de confiance. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Emmanuel Macron avant qu'il ne soit président, etc. Je veux dire, il a quand même une vision, une volonté et un regard qui était une vision, une volonté, un regard libéral. Je ne peux pas dire vraiment. Il a quitté l'Élysée, n'oubliez pas. Il a quitté l'Élysée en disant qu'il n'arriverait jamais à faire passer ce qu'il voulait à François Hollande. On ne peut pas dire du tout qu'il se comporte comme lui. Je pense que de A à Z, il a quand même eu une attitude différente. Donc je veux dire, on ne va pas le condamner au bout de 2 mois et demi. C'est décevant. Je laisse la chance de cette réforme et vous avez raison, il faut qu'il enchaîne. Mais peut-être que s'il a réussi, il va enchaîner plus vite. Il faut espérer, c'est pas possible. Il faut arriver à corriger surtout cette impression de flottement. Vous savez, c'était le bon mot d'Émile de Girardin qui disait en politique, imprévoyance et décadence sont synonymes. C'est-à-dire qu'effectivement, cette séquence-là, elle est très mauvaise quand vous commencez un quinquennat et que vous êtes obligé d'admettre que vous n'étiez pas prêt. Mais rappelez-vous là aussi toutes les discussions sur a-t-il un programme, n'a-t-il pas un programme, quand est-ce que le programme a été prêt. En réalité, un programme présidentiel, ça prend 1 an ou 2 pour le mettre au point. Alors, je veux bien croire qu'il connaissait certains des dossiers, mais il y a eu aussi une forme d'improvisation, rappelez-vous, dans la campagne, avec un programme qui a été dévoilé tardivement. Il y avait une philosophie générale qui était très bonne. Nous étions tous pour. Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir. Par contre, dès le mois de mars, quand on regardait le détail des réformes, il y avait quand même des incohérences, des choses qui n'allaient pas. Alors, vous avez raison, mais peut-on faire autre chose en France ? Déjà, Emmanuel Macron a eu 25% des électeurs français qui ont voté pour lui. C'est déjà très peu. Et en même temps, ses opinions favorables sont en train de monter. Et vous allez me dire, c'est de la com. Mais il est impensable de faire passer des réformes sans une com bien maîtrisée. Il faut vendre ces réformes, bien sûr. Il faut les vendre, ces réformes. Pour l'instant, c'est un formidable vendeur. Il a une com impeccable. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit rattrapé par la réalité. Rattrapé par le réel, bien sûr. Mais 2 mois et demi. Je veux espérer, je pense qu'en octobre... Laissons-lui sa chance. Oui. Il a un grand atout aussi qui est que pour l'instant, avant un possible retournement, le contexte macroéconomique est très bon. Même s'il ne fait rien, le chômage mécaniquement va continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année. Donc ça devrait l'aider et l'inciter à passer à la vitesse supérieure. Surtout, et à en profiter maintenant. Parce qu'on a toujours raté. À chaque fois que ça allait bien dans le monde, en France, on ratait. Alors c'est vrai qu'on avait un coussin d'amortissement quand ça allait pas bien. Voilà, il y a une espèce d'édredon français, mais l'édredon, quand ça va bien, on rate le coche. Donc c'est là qu'il faut réformer. Donc ne pas rater cette fenêtre de tir opportune. Alors vous parliez des réformes effectivement reportées, ce qui a été reproché au gouvernement. Au gouvernement, on se justifie, on n'avait jamais rien promis du côté du calendrier. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour 3 mois. Il est élu pour 5 ans. Il avait pris un engagement devant les Français pour 5 ans. À aucun moment dans la campagne, et j'étais son porte-parole de campagne, nous n'avons dit on va baisser tel impôt en septembre 2017, tel autre en janvier. Par contre, on a pris un engagement, celui de baisser de 20 milliards d'euros les cotisations, les taxes, tout ce qui relève de l'impôt dans la mandature. Et nous arrêterons avant la fin de cette année, on a eu le rapport de la Cour des comptes jeudi dernier, nous arrêterons avant la fin de cette année tout le dispositif de baisse d'impôts pour que l'essentiel rentre en vigueur dès 2018 et dès 2019. Sébastien Ley, donc il y avait des dès promesses. 2019, déjà pour une entreprise, enfin c'est tous les jours que nous battons pour nos boîtes. 2019, c'est le bout du monde. Sur l'ISF et sur le prélèvement forfaitaire libératoire à 30%, ça devait être dès 2018. Un des premiers mauvais signes d'ailleurs, c'est qu'au lieu d'attendre la discussion budgétaire de cet automne, ils auraient dû faire passer une loi de finances rectificative dès le début. C'est-à-dire qu'on aurait déjà pu commencer à traiter un certain nombre de problèmes il y a quelques semaines. Et vous ne conseillez pas, vous êtes un institut Thomas More, qui est vraiment, je veux dire, pointu sur les questions économiques. Est-ce que vous les conseillez un peu ? Je veux dire, parce que je suis désespérée de voir ça. On a l'impression, vous avez raison, vous communiquez ? Alors,
Pas véritablement avec ce camp-là, parce qu'on est plutôt, on se définit, enfin l'Institut se définit plutôt comme libéral-conservateur. Donc a priori, oui, mais on n'a pas oublier ça. Bien sûr, il faut oublier ces catégories-là. Oui, nos travaux sont publics et ils ont accès à cette information. Il faut oublier les clivages. Il faut oublier ces clivages. Sinon, alors je veux dire, si plutôt libéral-conservateur, donc je dis rien, c'est une catastrophe. Je veux dire, il faut tout oublier. Non, pas moi personnellement. L'Institut se définit comme ça, mais ensuite les travaux sont publics, ils sont envoyés aux journalistes, sont envoyés aux hommes politiques aussi. Juste si on prend un peu de recul, donc on a cette impression, cette sensation qu'il faut respecter donc ces 3%. Qu'il y a les promesses de campagne, on arrive au pouvoir, ah oui, non mais alors pour les respecter, ça va être un peu plus compliqué, donc on va faire d'abord des économies, donc il y a les coupes budgétaires et tout, et on a l'impression, encore une fois, que c'est le cas aujourd'hui. Donc comment c'est possible, d'une part, et deux, comment on ne retient pas les leçons du passé? Moi je crois que la France est enquistée. Il y a de telles procédures ajoutées aux procédures, de lois ajoutées aux décrets d'application qui ne sont pas appliqués, qui vont l'être. La France roule toute seule, il n'y a pas de pilote. Les administrations n'ont pas de ministre à leur tête. Je veux dire que donc il faut un ministre de la fonction publique, ou c'est ça? Je sais, mais le ministre, si vous voulez, vous arrivez dans un ministère et vous voyez les fonctionnaires, eux restent. Alors là, il y a un très bon signe quand même. C'est le spoil system. Ouais. Très bon signe, ça veut dire que le président de la République va changer certains grands commis de l'État à la tête des administrations. Ils ont une feuille de route, ils auront des comptes à rendre. C'est quand même une nouveauté extraordinaire. Donc ça, il faut y croire. Parce que sinon, je veux dire, même dans le quotidien des entreprises, l'inspection du travail sans contre-pouvoir qui vient vous mettre des amendes sur des trucs ridicules, les papiers qui n'en finissent pas, les absurdités au quotidien, on pourrait en faire une émission tous les jours. Pas entière, une émission tous les jours. Donc ça... je crois que ça freine tout. Les comptes sont insincères, mais quand on veut réagir, j'ai eu moi-même Didier Migaud aujourd'hui en disant mais ça s'arrête quand? Est-ce qu'on peut savoir qui a fait des comptes insincères? Parce qu'il y avait de vrais problèmes, enfin des mensonges graves. Et on peut rappeler que Emmanuel Macron était ministre de l'économie quand même jusqu'en août 2016. Bon, allez, on va pas jusqu'en août 2016. On va éviter de lui mettre sur le dos. Mais... Oui, et puis sur le budget, rappelez-vous, il y avait une compétence qui était dévolue aussi à Michel Sapin. Donc c'est Michel Sapin et Michel Sapin et Eckert en premier et en second Emmanuel Macron. Et donc là, si vous voulez, vous n'avez pas de pouvoir. Ils sont tous hyper protégés par des des procédures. C'est un bateau ivre de fonctionnaires et d'administratifs. Sans vouloir attaquer les... Non, mais là aussi, encore une fois, il y a quand même le clivage à chaque fois quand on vous écoute de la fonction publique face au privé. Alors, c'est pas la fonction publique. Non, c'est la technocratie plus que la fonction publique. Alors, pour rebondir sur ce point, je pense que justement, dans la volonté de réduire un peu le pouvoir de la technocratie, ce spoil system qui est importé des États-Unis, je suis franco-américain, donc je connais très bien le système. C'est une bonne avancée. Malheureusement, les médias n'en ont pas assez parlé. J'espère qu'on va en parler au cours des prochaines semaines. C'est vraiment une réforme de structure qui nous sera utile. Après, pour moi, la genèse d'un certain nombre de ces problèmes, c'est aussi le déni de réalité pendant les campagnes et la manière dont les campagnes se passent. Parce qu'en France, systématiquement, le candidat qui a le langage de la vérité, y compris quand il promet un peu des sangs et des larmes, il n'est jamais élu. Et c'est toujours le candidat qui promet le changement qui est élu, quand bien même il ne se passe rien après. Il y a 2 semaines, j'ai signé une tribune dans l'Opinion où j'ai essayé de qualifier un petit peu la philosophie générale de la politique économique d'Emmanuel Macron, et avec un peu de piquant, j'avais utilisé un terme italien, j'avais parlé de gâteaupardisme, ça vient du roman Le Guépard. Vous savez, ce personnage Tancrèse qui dit à son oncle « Oula, on va avoir une révolution, une révolte, donnant l'illusion que tout change, que rien ne change ». Et systématiquement, c'est ce type de candidat-là qui l'emporte en France. Même Nicolas Sarkozy, prenant l'autre côté, l'a emporté en 2007. Chirac face à Balladur, j'avais 14 ans à l'époque, mais c'était déjà ça. Donc c'est un grand classique de l'histoire française. Je crois que nous n'avons pas le courage, le peuple français n'a pas le courage. Oui, mais nous n'avons pas le courage parce que c'est trop facile. Je veux dire, on nous a drogués. Qu'est-ce que vous faites face à un peuple drogué à la dépense publique, drogué aux aides de l'État, à qui on dit on vous protège, surtout ne faites rien, on vous protège, vous avez le chômage, les protections, et donc vous avez des opposants qui vous disent oh mais non, mais on sait bien, quand il n'y a plus d'argent, il y en a encore. Il faut le prendre là où il est chez les riches. On a tout faux de point de vue idéologique. Et c'est pas que les Français l'ont compris. Ils commencent à le comprendre. Ils commencent à comprendre. Et ils l'ont compris un peu grâce à Emmanuel Macron pendant la campagne. Et ils l'ont compris, mais ils l'ont compris à quel prix? Ils peuvent plus blairer les politiques. Et y compris... C'est un petit moment que ça dure, oui. Bah, c'est vrai. Oui.
voilà. Oui, mais là, il y a une vraie séquence de dégagisme. Oui. Et si en plus Qui a réussi, eux-mêmes ne devaient pas être populaires d'ici quelques semaines, oui. apparemment, ça en prend un peu cette tournure-là. La question, c'est vers qui se tourner. Et voilà. Et juste pour conclure, par un mot, très rapidement, est-ce que finalement la France n'a pas les moyens tout simplement de ses ambitions? Si, elle a les moyens et elle n'a pas d'ambition. Si la France a les moyens de ses ambitions, mais ces ambitions, elles doivent venir du peuple français. Mais oui, des cesser de tout entrepreneurs attendre du peuple. d'en haut, Mais de oui. cette verticalité, ou d'un président jupitérien, ça c'est un mythe. C'est ce que Kennedy disait aux Américains, c'est un peu Qu'est-ce ce que qu'a vous dit pouvez faire pour votre pays? Exactement, mais c'est un peu ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron Oui, il lors avait de son dit discours à exactement, Versailles. c'est vrai. Merci à tous les deux, en tout Merci, cas, d'être venus à sur bientôt. LCI. Restez avec nous, l'info continue. Vous retrouvez Bénédicte Le Châtelier pour 24 ans en question.